Victorien Nzambé Bonché est l'invité de ce numéro de conversation avec Antoine Roger Bolamba. Cette émission, nous l'enregistrons aujourd'hui, mardi 7 septembre 2021, ici à Tacoma, à Washington, sur le plateau de Panneau 5 News. Le président ad intérim de la communauté congolaise de Washington voudrait bien passer un grand message sur la vie de la communauté des Congolais ici. Alors, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette tranche d'échange que nous allons donc vous remercier pour votre attention, pour votre présence, par le fait que vous êtes connectés sur Panneau 5 News, sur YouTube et dans d'autres médias et dans d'autres réseaux sociaux pour essayer de suivre, de nous intéresser, bien de vous intéresser à ce que nous faisons. Please, si vous avez le temps, aimez et partagez cette émission. Docteur Victorien, bonjour. Bonjour mon frère Roger. Vous êtes donc le bienvenu et merci du temps que vous avez disponibilisé pour passer sur ce plateau. Grande est ma joie, merci. La première question, docteur, quel est le message, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ici sur ce plateau de Panneau 5 News? Merci papa Roger, Antoine Roger Bolamba de nous donner la chance de venir sur votre plateau. Le grand message de cette soirée, c'est un mot de remerciement, un très grand mot de remerciement de la part d'abord de de maman Sylvie Iako, de toute sa famille et de la part de toute la direction de la communauté congolaise de l'État de Washington envers toute la base, envers tous les membres, pour les gestes combien solidaires qui vient récemment d'être fait en faveur de notre sœur qui a perdu son mari dans des conditions, l'on sait, si douloureuses. Nous voudrions aussi non seulement remercier les membres et tous ceux qui ont pu porter assistance, mais aussi leur dire que nos services financiers sont en train de finaliser les derniers rapports que nous devrions peut-être obtenir ce soir si tout est fin prêt, parce que jusqu'à maintenant, il y a encore des gens qui n'ont pas toujours envoyé leur liste. Nous attendons et nous espérons que nous aurons tout d'ici la fin de la journée et que nous serons en mesure de mettre tout ensemble et mettre tout à la disposition de la base avant la fin de la journée de demain. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous enregistrons cette émission. Excusez-moi, pendant que nous venons pratiquement de pleurer l'un des membres importants de notre communauté ici à Washington. Il s'agit bien du mari et père des enfants de notre sœur Sylvie. C'est pourquoi Dr Victorien a commencé l'émission par vous dire combien la communauté s'était impliquée, s'était organisée pour que notre sœur soit soutenue et soit assistée. Merci beaucoup pour cela, docteur. Je vous en prie. Et à part cela, vous avez un message que vous pensez encore lancer à l'endroit des autres membres de la communauté en rapport avec le décès du mari de notre sœur Sylvie ou bien en rapport avec la vie en général? Parce que les Congolais qui vivent à Washington ont un certain nombre de choses auxquelles ils doivent s'atteler pour que la communauté puisse survivre. Bien sûr, je pense que un autre message que nous pouvons lancer à nos frères et sœurs et en rapport avec le décès récent de notre regretté frère est que notre sœur est restée veuve et avec des enfants qui vont maintenant être obligés d'expérimenter l'orphelinat et certainement elle, comme aussi les cas des autres personnes dans la communauté qui sont passées par le même canal, auront besoin de notre assistance de façon continue. De façon continue, ça je le dis. Et parce que souvent je dis aux gens, lorsque je sais que nous en tant que Congolais, nous évitons souvent des conversations autour de sujets comme la mort, etc. Mais moi je dis aux gens, il faut avoir le courage et être honnête envers soi-même. Parce que la question, ce n'est pas si l'on va mourir, mais la question, c'est quand on va mourir.
et quelle situation nous laisserons derrière nous après notre mort, dans quelle situation nous laisserons notre famille, dans quelle situation nous laisserons nos enfants. J'ai aimé l'allocution qui a été faite par l'un des pasteurs au cours de différentes cérémonies funéraires, qui a même insisté sur le fait que lorsque l'on va mourir, l'on s'emmène avec rien et l'on laisse tout derrière. Et qui a encouragé les gens à ne pas être trop attachés à leur matériel, etc. Oui, vraiment, je réitère le même appel, mais simplement aussi, je ne voudrais pas que mon peuple soit plongé dans l'amorphisme, parce que la Bible même le dit, il n'est donné à l'homme de ne vivre qu'une seule fois, après quoi vient la mort. Mais qu'est-ce que vous pensez, docteur, pour ne pas vous interrompre, qu'est-ce que vous pensez que les membres de la communauté sont censés bien faire? Comment ils doivent vivre pour que, vous voyez, quand la mort arrive, la situation, la mort frappe la communauté, pour que nous soyons toujours bien préparés. Bien. Je pense qu'il y a quelques éléments que nous pouvons énumérer pour donner un peu de conseils. Comme je le disais, il n'est pas question de souhaiter la mort de quelqu'un. Il n'est pas aussi question d'éviter la mort parce que je le disais bien, le problème ce n'est pas si nous allons mourir, mais nous allons mourir, chacun à son jour. Donc c'est maintenant que nous devons préparer quand est-ce que nous allons mourir. Parmi les éléments que nous devons préparer, c'est quoi que nous allons laisser derrière nos enfants, n'est-ce pas? Nous vivons dans l'un des pays les plus, si ce n'est pas le numéro 1, les plus évolués dans le monde. C'est notre devoir de pouvoir copier ce qui est bon et ce qui est mauvais. L'une des grandes cultures dans ce pays, qui est notre deuxième nation, notre seconde nation, est que les gens responsables, avant de mourir, ils apprêtent déjà ce qu'ils vont laisser à leurs enfants, parmi lesquels ils leur laissent une bonne police d'assurance. Moi, je vais encourager mes frères et sœurs congolais. Il est temps que vous puissiez revoir si vous avez quand même une bonne police d'assurance que vous pouvez laisser à vos enfants, laisser à votre famille. Parce qu'il ne serait pas intéressant qu'après vous, les enfants se mettent toujours dans le cercle vicieux de recommencer à zéro. Très bien, docteur. Est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés majeures pour aider notre sœur Sylvie pendant cette période, pour enterrer notre frère, et que vous pensez que partant de là, vous avez des choses à redire rapidement avant qu'on parle un peu de l'historique de la communauté, parce que ce n'est pas la première fois que l'on puisse aider une famille à enterrer un membre? Difficulté, oui, parce que c'est vrai, c'était pas facile de collecter, n'est-ce pas, collecter les fonds dont nous avions besoin. Mais je voudrais ici faire un très grand mot de remerciement à l'équipe qui nous a aidés, la vaillante équipe avec laquelle nous travaillons, parce que moi je suis là en train de coordonner et représenter. Derrière moi, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous, parmi lesquels je ne cite que quelques-uns. Vous avez maman Laetitia, papa Disman, papa Alphonse, maman Godet, maman Bobette, maman Nana, le frère Franck, Dan Bakoulé. Ils sont nombreux. C'est-à-dire que nous sommes une grande équipe avec le pôle nord, le pôle sud et puis le pôle central, où chacun est en train de faire cet effort. La difficulté, c'était d'abord de faire comprendre aux Congolais que à certains Congolais bien sûr, que lorsque le malheur arrive à l'un de nous, nous devons cotiser. Et nous devons aussi avouer que nous sommes encore là, l'une des rares communautés où on doit encore faire des cotisations quand quelqu'un meurt, parce que beaucoup de communautés maintenant, ils sont un peu plus avancés en organisation, mais c'est là que nous sommes. Je pense que nous avançons petit à petit, mais sûrement. Nous n'avons pas de caisse, président. Nous n'avons pas de caisse d'épargne dans ce sens-là, parce que nous faisons des cotisations ponctuelles et circonstancielles chaque fois que quelqu'un meurt, parce qu'il n'y a pas encore de caisse en termes de prévoir déjà une somme qui attend qu'un problème ou un décès arrive dans la communauté pour y faire face. Maman Sylvie, Pado 5 News vous souhaite vraiment nos très sincères condoléances pour les moments difficiles que vous avez passés. Vous voyez qu'avec Dr Victorien Nzambe Bonché, président à l'intérim de la communauté, nous parlons
la situation qui a frappé la communauté. Vous n'êtes pas la seule, nous vous soutenons, nous sommes avec vous. Que Dieu continue l'œuvre qu'il a commencée dans votre vie. C'est un moment difficile, mais tenez, Dieu ne vous a pas abandonné. Merci beaucoup, Maman Sylvie, et beaucoup de courage, beaucoup de soutien, surtout aux enfants. Docteur Victorien, moi je reviens sur vous en tant que président ad intérim de la communauté. Essayez un peu de nous brosser les grandes lignes de l'historique de la communauté congolaise de Washington. Merci beaucoup, Papa Roger. De manière un peu succincte, la communauté congolaise de l'État de Washington a vu le jour dans les années 1998 déjà, sous l'initiative de quelques-uns des Congolais, c'était même moins de 10, parmi lesquels notre doyen, que nous saluons respectueusement, Papa Alphonse, avec d'autres pionniers, patriarches, certains d'eux ne sont plus avec nous. Ils étaient venus, je pense à ce temps-là, ils étaient venus comme des étudiants. Et c'était l'idée de se regrouper, c'était l'idée de se retrouver, c'était l'idée de créer une petite mutuelle. C'est vrai qu'en ce moment-là, ils ne faisaient pas face à des difficultés financières auxquelles l'actuelle population fait face. Parce que quand ils sont venus, ils étaient venus avec la monnaie Zaïre. Vous vous rappelez encore, en ce moment-là, un Zaïre valait $2. C'est-à-dire qu'ils venaient ici comme des patrons. Et plusieurs années avant. Oui. Voilà, et que quand ils recevaient leur collation, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup plus d'argent. C'est des gens qui ont fait simplement une organisation pour leur permettre de se retrouver, de se soutenir lorsque l'occasion se présente. Mais au fil du temps, avec le nombre de gens qui a commencé à augmenter et des problèmes sociaux ont commencé à surgir de manière un peu différente. Et vers les années, vers la fin de la première décennie du 20e siècle ou de millénaire 2000, ils ont maintenant commencé à décider à donner une structure beaucoup plus administrative à la communauté congolaise qui, nous devons l'avouer, avait toujours une structure de mutuelle, comme un club d'amis, un peu quelque chose comme ça. Mais autour des années 2008-2010, ils ont commencé à trouver qu'il fallait maintenant faire avancer la communauté vers une structure beaucoup plus organisée, beaucoup plus administrative, lui donner des documents officiels, etc., de sorte à ce que ça puisse couvrir les différentes activités, les différentes réunions. Voilà. Et depuis là, plusieurs présidents ont succédé. La première équipe était celle dirigée par Papa Alphonse. Papa Alphonse a dirigé, il y a eu 2 mandats. Il a fait ces 2 mandats et à la fin de son second mandat, les élections ont été organisées. Ce sont des élections malheureusement de triste mémoire parce que c'est celles-là qui ont peut-être, n'est-ce pas, introduit un peu le conflit que vous aviez évoqué tantôt là. Mais au bout de ces élections, Papa Jeannot avait été déclaré vainqueur et il a pu diriger pendant 2 ans. Malheureusement, son challenger n'était pas content et n'avait pas, n'est-ce pas, concédé la défaite. Et cette attitude n'avait pas vraiment favorisé un climat de paix et de franche collaboration au sein de la communauté. Nous en avons souffert. Et à la fin du mandat de Papa Jeannot, lorsqu'il a décidé de déposer, l'autre challenger avait n'est-ce pas, exprimé le désir qu'on lui accorde aussi un mandat, parce que pour lui, les élections qui avaient couronné Papa Jeannot comme président, pour lui, n'étaient pas des élections légitimes, n'étaient pas des élections, c'était en fait truqué. Pendant que tout se passait là, docteur, est-ce que tout se passait sur base des textes? Il y avait des statuts il existe des statuts qui régulent la vie de la communauté et surtout l'organisation des élections dans la communauté? Oui, Papa Roger. Avez-vous prêté attention à cela dans l'histoire? Très bien.
les statuts existent et depuis, comme je vous ai dit, depuis déjà autour des années 2008, etc., il y avait un texte des statuts qui avait été mis en place et qui avait bénéficié des amendements n'est-ce pas, qui ont été apportés. Je me rappelle avoir été aussi parmi ceux qui ont pu écrire certains des amendements aussi, autour des années, je pense, 2009, 2010, 2011, si j'ai encore bonne mémoire. Et ce sont ces statuts qui, jusqu'à ces jours, nous dirigent. Et je pense que les gens aussi peuvent aller sur les sites de la communauté. Il y a une copie de ce texte de statut qui est disponible parce qu'il faut que les gens prennent connaissance. Vous pouvez même dire, donner le site de la communauté comme ça. Les sites de la communauté, les gens le savent, c'est www.ccwas.org. Si vous oubliez les sites, allez seulement sur Google, écrivez Congolese Community of Washington State. C'est comme ça que tout intellectuel ferait. Donc, ça prend quelques secondes. Mettez sur le moteur Google Congolese Community of Washington State. Et Google va vous montrer les sites et va même vous montrer le bureau de la communauté, va vous donner des contacts et tout se trouve là. Docteur Victoria, je ne sais pas si on a le temps d'approfondir un peu la situation des conflits que nous avons rencontrés au sein de la communauté, mais ce n'est pas vraiment intéressant d'en parler aujourd'hui parce qu'il faudrait focus maintenant sur l'avenir. Comment avez-vous surmonté les difficultés des élections entre griffes ratées, comme on a évoqué, et comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? Parce que nous sommes aussi en plein processus électoral, nous allons en parler, et comment avez-vous surmonté les difficultés passées? Merci beaucoup, Papa Roger. Je pense qu'il est toujours intéressant de jeter un coup d'œil dans son passé. Ça vous permet de vous situer mieux dans le présent et de mieux encore orienter votre démarche ou votre marche dans l'avenir. Si nous faisons table rase de tout ce qui est passé, du passé, je pense que nous ne nous aidons pas. Lorsqu'on jette un coup d'œil dans le passé, ce n'est pas pour toujours être trop négatif ou négativiste, évoquer seulement le mal, mais c'est surtout pour voir où ça n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché, quelles leçons nous tirons de ce qui s'est passé et comment maintenant nous pouvons éviter ce genre de situations dans l'avenir. Ce sont des bonnes questions, docteur, que vous pouvez même en profiter de répondre ici. Parce que vous savez, Albert Einstein définit le fou comme étant celui qui, n'est-ce pas, fait la même chose et s'attend à des résultats différents. Alors, pour éviter de faire la même chose, il faut toujours jeter un coup d'œil dans le passé. C'est pas pour rien que quand vous conduisez, il y a toujours rétroviseur, rear view mirror, bien sûr. Alors, ça n'a pas été très facile de remettre la communauté qui était complètement déraillée sur le rail. Souvent, les gens, quand on évoque un peu à quel niveau est-ce que nous avons trouvé la communauté, les gens pensent que nous voulons faire l'apologie de soi-même. Non, ce n'est pas ça. Parce que si aujourd'hui, Papa Roger, moi je vous demande de nous donner un peu l'idée de comment vous avez trouvé ces bureaux que vous venez de très bien équipés, vous allez honnêtement nous dire, docteur, je suis entré ici, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas ceci, j'ai amené tout cela. Ce n'est pas pour négliger ce qui était auparavant, mais c'est plutôt pour donner l'idée de ce que tu as fait, de ton point de départ et de ton point d'arrivée. C'est aussi pour reconnaître le travail fait par ceux d'auparavant. C'est une façon de dire que non, voilà, je n'ai pas trouvé un vide. Mais j'ai trouvé une maison, peut-être qui avait juste une fondation, ça n'avait pas de mur. Ou j'ai trouvé une maison qui avait des murs, ça n'avait pas de fenêtre. Ça signifie que je reconnais qu'il y a des gens qui ont aussi milité. Mais à leur niveau, voici là où ils se sont limités. Et c'est là que nous avons récupéré la situation. Et au point où nous sommes, voici où nous sommes. Nous ne sommes pas encore arrivés à destination, mais voici quelques points que nous avons réalisés. Et voici, n'est-ce pas, le cap sur l'avenir et quelles sont les grandes lignes que nous visons. Docteur, reconnaissez que beaucoup de Congolais qui vivent ici à Washington ont presque abandonné leur participation dans la communauté, dans les activités de la communauté. Je ne sais pas moi, ils ont été frustrés par pas mal de choses. Avez-vous remarqué cela? Je n'ai pas seulement remarqué cela, mais moi-même aussi personnellement, j'ai été victime de ça à plusieurs occasions. Si bien que
ça ne sert pas aujourd'hui que j'évoque. C'est donc moi-même et ma famille, nous avons été victimes. Seulement pour notre implication dans l'histoire de la communauté. Pas aujourd'hui, mais peut-être depuis un peu longtemps. Mais moi, je voudrais encourager les uns et les autres pour dire, cette communauté, c'est notre plus grande famille. Elle est nôtre. Il n'y a aucune famille où il n'y a jamais de problème. Et le problème, je pense que ceux qui encore se rappellent, les existentialistes et philosophes, même chrétiens, ils disent, le problème, c'est le pour soi, ce n'est pas l'en soi. La différence entre les deux, c'est que le pour soi, c'est quelque chose qui est en dehors de toi. Tu le mets devant toi, tu le résous. Nous n'avalons pas les problèmes à l'intérieur de nous parce que nous ne saurons pas le voir, nous ne saurons pas l'analyser. Prenons nos problèmes comme quelque chose en dehors de nous et quelque chose qui ne doit pas toujours salir et entamer nos relations, entamer nos interactions. Mettons nos problèmes devant, résolvons-les et faisons preuve de maturité. Et n'est-ce pas, montrons que nous sommes des adultes, des intellectuels. Voilà. Docteur, vous êtes en même temps candidat, vous êtes président ad interim. La première question, avant même de venir sur cette question que je voudrais bien poser, qu'est-ce qui s'est passé avec votre prédécesseur? A-t-elle abandonné le poste ou bien elle vous a légué le pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, merci pour la question. Les statuts disent que toute personne, même tout membre du comité exécutif ou même du conseil des sages est libre de démissionner de son propre gré, sans l'obligation de pouvoir fournir des explications. Ça signifie que je suis peut-être la personne pas la mieux placée pour donner l'explication pourquoi maman a quitté, mais ce que je peux simplement dire, que maman avait décidé, pour des raisons personnelles, qu'elle connaît, pour des raisons bien justifiées, parce qu'elle doit avoir analysé la situation avec son mari, ils ont trouvé que pour le moment, ce n'était plus bénéficiaire pour elle de continuer à être présidente. Elle a écrit sa lettre de démission, elle a démissionné. Et cette démission a eu des implications. Parce que lors d'une émission, nous sommes passés pour, n'est-ce pas, faire un appel à l'unité et dire aux gens, nous sommes très écœurés par le départ des mamans. Mais nous voulons que nous restions tous ensemble et unis. Nous continuons à travailler la communauté demain. Alors, il y a quelqu'un qui est intervenu pour dire que, voilà, les statuts disent que lorsque le président ou la présidente démissionne, c'est tout le comité exécutif qui démissionne. Moi, j'ai dit oui, mais moi, je voudrais aussi démissionner parce que je ne veux pas être là, seulement je veux pas être là si les statuts stipulent que je ne peux plus être là. Mais je veux qu'il y ait de l'eau dans ma communauté. Docteur, vous parliez de votre prédécesseur, la façon dont peut-être qu'elle a pris la décision finalement de d'abandonner les flambeaux. Évidemment, quand on dit abandonner, c'est un peu trop dur. Bon, c'est peut-être synonyme, mais j'ai dit, elle a pris la décision bien réfléchie de stopper avec la direction. Je respecte cette décision. Mais nous aussi, nous avons pris la décision courageuse de faire parvenir le bateau à bon port. Vous n'aviez pas souhaité que ça soit ainsi, bien vous n'avez pas été content qu'elle puisse abandonner pour que vous puissiez prendre la gestion de la communauté? Nul ne peut être... Nous avions formé l'une des équipes les plus solides. Je ne peux cesser de vous dire combien moi j'ai été affecté et écœuré par le départ des mamans, parce que ça avait brisé l'équilibre que nous avions. Mais à la guerre comme à la guerre, lorsque l'un tombe, c'est à vous de décider soit de tomber avec la personne qui tombe, ou alors de la protéger et de continuer la marche jusqu'à la victoire. Docteur, honnêtement, devant la caméra, n'est-ce pas qu'il y a eu un problème au sein de la communauté et que madame a trouvé que non. Moi, je pense qu'avec cette allure ici, je ne peux pas continuer à travailler, à manager la communauté et que vous avez trouvé que bon, ok, c'est bon, vous voulez partir, vous pouvez partir, c'est un bon débarras et nous continuons à diriger la communauté. Oh, très bonne question, nullement. Je pense que je ne voudrais pas m'être accusatoire, mais nous le savons et nous l'avons dit et nous pourrons le dire. La raison pour laquelle maman est partie, c'était un conflit, manque de consensus avec le Conseil des sages qui normalement est défini par les statuts comme un organe de conseil, pour conseiller le comité exécutif qui est l'organe de décision et de gestion des affaires journalières
de la communauté. Alors, il y avait une divergence sur une décision aussi simple qui n'était que la date des élections, etc. Bon, je ne voudrais pas entrer dans les détails ici, on l'a déjà dit. Et maman a trouvé qu'elle n'avait pas été respectée. Et parce que sur le plan statutaire, c'est elle la présidente, c'est elle qui a la décision selon son entendement, et c'est ce que les statuts disent. Mais les autres aussi dans les conseils des sages, ils ont trouvé que non, eux aussi, ils pouvaient imposer la date des élections parce qu'eux, ils sont en charge des élections. Et maman a trouvé que ça interférait avec le calendrier des activités qu'elle avait proposé et sur lesquelles nous étions déjà en train de travailler sur le symposium atelier qui devait avoir lieu. Et elle a trouvé que voilà, il n'y a pas de collaboration. Je décide de laisser le flambeau. Il n'y avait pas un problème d'argent, bien d'avantages, bien des contacts que vous avez noués avec peut-être certaines organisations, bien institutions ici, et sur base de peut-être de l'argent, entre griffes aussi, et ça a créé cette situation. Il semblerait que vous, docteur Victorien, vous auriez contacté des gens, bien signé des contrats, engagé la communauté avec vos informations personnelles. Oh, très bien. Là, il n'y avait pas de conflit. Nous n'avions aucun problème de ce côté-là. Je peux vous dire que la manière dont nous avions fonctionné pendant ces 2 ans passés, bien sûr, les gens le savent, il n'y avait pas de cotisations mensuelles ou régulières, les gens ne donnaient pas. Et nous nous sommes débrouillés pour fonctionner tel que ça a été fait. Et nous avions été même obligés de débourser de notre propre argent pour soutenir la communauté. C'est-à-dire, maman laissait, et pendant ce temps, nous avions sorti beaucoup d'argent au sein du groupe, là, nous-mêmes, le petit groupe, pour soutenir la communauté. Mais nous avions trouvé que ça devait cesser parce que nous ne devions pas porter la charge de la communauté et sur le plan administratif et sur le plan financier. Maintenant, ça commençait à peser sur nos budgets déjà, c'est beaucoup. Alors, il fallait frapper ci et là pour trouver des fonds pour faire marcher la communauté. Nous avons introduit plusieurs demandes de fonds et nous n'avions pas jusque-là obtenu réponse favorable. Et lorsqu'il y a eu l'opportunité de pouvoir aller emprunter l'argent, là c'était même l'idée des mamans, est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui peut nous emprunter même un peu d'argent, et si nous avons cet argent, même une somme peut-être de 10 000 quelque chose, nous pouvons utiliser les gens qui sont spécialisés dans le grant writing, on le paye et peut-être le grant va nous rapporter quelque chose au sein de la communauté. Et voilà que, n'est-ce pas, Dieu ne dormant pas, il y a l'occasion de PPP Loan qui sort. Et d'ailleurs, c'est même le gouvernement qui nous a contactés. Il nous a envoyé, il a dit, voici, il y a cette opportunité. Vous pouvez obtenir un loan ici. Les loans, c'est à rembourser. Mais aussi, si vous remplissez certaines conditions, ça ne sera pas à rembourser. Lesquelles conditions? Conditions simples. Utiliser ou payer avec 60% de l'argent que vous allez, n'est-ce pas, recevoir, payer des gens qui vont travailler pour vous. C'est-à-dire, nous devons payer des gens qui vont travailler au bureau, des gens que nous envoyons, des gens qui font les médias, etc. En tout cas, nous n'avions pas pensé à nous-mêmes. Pour nous, c'était une occasion, au moins une fois de la vie, de trouver de l'argent qui paye les Congolais pour faire un travail pour les Congolais. On s'est dit, oui, on commence par une petite somme, on peut engager 3-4 personnes, on voit comment ça fonctionne pendant les 6 mois. Si ça fonctionne très bien, on a promis, on peut nous donner encore plus. Je ne veux pas vous interrompre, docteur, mais il semble que pour acquérir cet argent, vous vous êtes engagé personnellement vous-même en engageant même votre social security. Est-ce vrai? Très bonne question. C'est-à-dire, ce que vous devez savoir, vous êtes dans le business, votre compagnie ici, c'est une personnalité morale. Elle n'est rien sans vous. Même la communauté telle qu'elle est là, pour que la communauté soit engagée quelque part, il faut que quelqu'un aille signer. Et même tous ceux qui ont reçu ce loan, ou même pour recevoir les grants du gouvernement, c'est une personne physique qui doit s'engager, qui doit engager sa réputation, qui doit engager sa personnalité et endosser la communauté. Vous n'avez pas laissé à madame de le faire et vous avez pris cela pour quel intérêt? Et vous avez pris ce gros risque, moi j'appelle ça un peu un gros risque. Oui. Pourquoi vous avez accepté de prendre ce gros risque-là et n'est pas laissé à celle qui était la présidente de le faire? Ok, ce n'était pas ma décision. D'abord, quand on prend un risque, ce n'est pas pour un intérêt. Quand on prend un risque, c'est pour un risque, c'est pour perdre quelque chose. Parce que déjà, le fait de signer, votre crédit est tronqué.
Vous savez, le fait seulement de signer pour la communauté, c'est plus de 20 points dans votre crédit qui sont partis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient demandé qu'au moins une ou deux personnes puissent signer. C'était une personne si la personne a un crédit très élevé, ou alors sinon ça serait deux personnes. Les statuts disent ceci, que vous ne pouvez pas prendre une dette au nom de la communauté à moins qu'il y ait une entente de tous les membres du comité exécutif. Ceux qui veulent, ils peuvent aller lire l'article dans les statuts. Nous étions en réunion et nous sommes tous entendus, on a trouvé que non, nous ne pouvions plus continuer à sortir seulement l'argent de nos propres poches. Il y avait cette opportunité, on pouvait aider la communauté dans ce sens-là. Alors, quand tu as signé, maman a émis des réserves. Elle a dit que voilà, elle venait récemment de commencer un travail avec les States. Bon, ça c'était la raison qu'elle a donnée. Et elle a dit, bon, ce ne serait pas intéressant pour mon boulot que je signe encore là-bas. Est-ce que les autres, vous pouvez accepter de signer? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Si vous trouvez que c'est pour protéger votre boulot, il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Je vais signer. Si avec mon crédit seul, on nous fait passer, tant mieux. Si avec mon crédit seul, on ne peut pas me faire passer, il faudra apprêter une deuxième ou une troisième signature. J'ai donné mes documents, j'ai donné mes comptes bancaires, j'ai donné mes avoirs, j'ai donné c'est toute ma vie que j'ai donné là, pour la communauté. Et quand j'ai donné, on nous a répondu. On nous a d'ailleurs répondu que nous, à cause de mon crédit, nous étions qualifiés pour recevoir jusqu'à 250 000 $. Finalement, docteur Victorien, combien avez-vous reçu du gouvernement? Parce qu'il semble que certains membres de la communauté sont en train de chercher à vous auditer, à savoir quelle est la situation financière de la communauté finalement. Alors là, ça fait rire. C'est vrai, pour votre information, ça c'est pas à cacher, nous l'avons dit. Nous avions décidé de partir d'abord avec 32 000 au lieu de prendre beaucoup d'argent tel que nous étions qualifiés, parce que nous disions on devait peut-être commencer avec engager 3 ou 4 personnes au sein de la communauté pour qu'on ait quelqu'un de permanent qui est là pour aider les Congolais. On va le payer. Nous savons que les gens s'attendent à ce que le travail de la communauté soit toujours bénévole. Nous le faisons bénévolement. Mais nous voulons respecter leur... Si nous devons mettre quelqu'un là-bas pour rester là du matin au soir, de lundi à vendredi, nous devons respecter son temps. Une chose importante que nous devons avoir dans la tête, c'est que lorsque vous voulez aboutir à quelque chose, il faut savoir investir sur la chose. Souvent, nous aimons la gratuité. Nous aimons des plats, des mets bien préparés. La facilité. La facilité. La communauté, pour qu'elle soit même debout, elle ne peut pas fonctionner si elle n'a pas d'argent. On va acheter les papiers avec quoi? On va payer l'Internet avec quoi? On paye les bureaux avec quoi? On paye tout ça avec quoi? Alors, ça étonne. Parce que pendant tout ce temps, les gens n'ont pas contribué. Mais ils veulent venir auditer. Auditer quoi? Auditer peut-être le peu d'argent que vous avez mis vous-même. Auditer, au lieu d'avoir même honte, parce que vous êtes arrivé au niveau où ça ne marche plus, vous devez aller même emprunter de l'argent. Docteur, n'est-ce pas que Madame Adèle, pour citer cette fois-ci son nom, a démissionné pour cette question d'argent? Je dis non, 100% non. Maman Adèle a démissionné sur la question, je l'ai dit, de désaccord en ce qui concerne les élections et les symposiums qui a d'ailleurs raté. Et d'ailleurs aujourd'hui, ceux qui ont imposé à Maman Adèle que les élections devaient se tenir, la première date c'était les 12 et après c'était les 19 juin bien sûr, et qui ont même garanti qu'ils donnaient la garantie en jurant que les élections se passeraient avant la fin du mois de juin. Aujourd'hui, Maman Adèle est là, calme. Mais pourquoi les élections ne se sont pas passées à la fin du mois de juin? On passe de report en report et beaucoup de gens commencent à devenir énervés. Sur notre plateau, nous avons reçu l'un des membres du comité exécutif aussi, qui a fustigé le comportement du comité des sages. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Bon, je pense que c'est peut-être un peu... je comprends leurs difficultés, aussi peut-être un peu... Ils ont fait face peut-être à certaines difficultés de terrain. Moi, je ne connais pas toutes les difficultés. J'essaye de voir les choses de manière un peu trop positive, en fait. Je ne sais pas que j'encourage cette attitude. Nous devions travailler avec un peu plus de sens de professionnalisme et respecter les engagements que nous prenons. Normalement, le Conseil des sages a la responsabilité de la gestion des élections. Ça ne signifie pas que c'est le Conseil des sages qui doit organiser les élections, mais le Conseil des sages doit mettre en place une commission électorale qui soit indépendante. Parce que parlons des élections, les élections, ce n'est pas seulement les élections du comité exécutif, c'est aussi les élections de membres du Conseil des sages. C'est-à-dire,
ça ne doit pas se limiter à ceux qui sont là, mais il faut passer l'information parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent venir intervenir, appuyer le travail, soit en s'impliquant dans le conseil des sages ou dans le comité exécutif. Mais ils doivent au préalable savoir, n'est-ce pas, ce à quoi ils vont s'engager. Et non venir seulement le surprendre, voilà, nous allons faire les élections, qui veulent et soulever le doigt, etc. Ça doit pas Vous se ne faire pas comme ça. trop s'étaler, docteur, dans les fonctionnements des institutions au sein de la gestion de la communauté. Vous êtes vous-même candidat demain. Docteur, qu'est-ce que vous dites à la communauté? Vous regardez droit à la communauté. Qu'est-ce que vous promettez à la communauté? Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire? Parce que vous avez été dans l'exécutif. Maintenant que le mandat va bientôt se terminer, vous voulez postuler pour prendre le devant, la gestion encore de la communauté. Docteur, pour quelle finalité? Merci, très bonne question. Je voudrais vous dire à vous-même, je voudrais dire aux frères, aux sœurs qui sont en train de me suivre, que personne d'entre nous n'a besoin que nous puissions encore revivre les événements de triste mémoire, la situation qui a, n'est-ce pas, amené la communauté dans le noir. Et peut-être vous ne le savez pas et les mots ne seront pas suffisants pour vous faire comprendre les efforts que nous avons pu mener pour que vous soyez en mesure de voir la communauté là où elle se trouve maintenant. Nous avons une vision et nous sommes en train de construire une communauté qui devienne respectée et qui soit plus forte. Et donnez-nous la chance pour que nous puissions amener cette communauté quelque part et que nous ayons la chance, le temps de préparer la relève. Je sais qu'il y a mon frère qui a postulé, mais je pense que nous ne devons pas aller voter par sentiment. Ce serait très risqué en ce moment de venir seulement voter quelqu'un qui n'a pas d'expérience de l'administration de la communauté, qui ne connaît pas les difficultés même internes de la communauté. Je ne sais même pas quel niveau de connaissance il a, même des simples statuts de la communauté. Ce serait, n'est-ce pas, faire un petit jeu d'enfant, minimiser la gravité des responsabilités de la gestion de la communauté. Donc, votons responsables et je suis prêt, je pourrais travailler avec mon frère, je sais il a des talents. Mais pour la gestion de la communauté, je pense qu'il n'est pas encore prêt pour ça. Donc, j'ai fait appel à mes frères qui sont dans Open Door Church, dans toutes les églises et partout. Votons responsables. Ne votons pas parce que tel et tel, n'est-ce pas, il est avec nous, il est de notre tribu, il est de notre église, mais votons plus responsables pour une communauté qui soit plus solide. Et je pense que pour le moment, je suis la personne la mieux placée pour aider la communauté à continuer à prendre l'envol et à prendre une meilleure direction. Pour que la communauté prenne une meilleure direction, mes frères et sœurs congolais qui vivent ici à Washington, vous avez écouté Dr Victorien Nzambe-Bronché, nous avons la décision, nous, de transformer notre communauté. Et les moyens démocratiques nous sont donnés, les élections, pour que nous partions élire, choisir des personnes qui doivent diriger notre communauté et amener notre communauté au niveau d'autres communautés qui font beaucoup de choses ici pour leurs membres à Washington, bien aux États-Unis en général, mais aussi même au pays d'où nous sommes venus. Et on ne peut pas oublier d'où nous sommes venus. Considérons une chose, le bagage, le background, l'expérience, la maturité. Voyez, pas le fanatisme, pas la camaraderie, ça n'a rien à voir. Pas le fait que nous prions ensemble, nous vivons ensemble. Il vient manger un peu le foufou chez nous. Et on a tout le temps de passer ensemble. S'il vous plaît, engageons la communauté sur une voie de changement, sur une voie de transformation. Docteur Victorien est passé sur ce plateau pour faire passer le message. Nous connaissons les gens de sacrifice. Ne plongeons pas notre vision sur notre communauté, sur toute forme de campagne de diabolisation, de campagne contre tel ou tel autre candidat. Nous ne sommes pas encore au moment de trancher, mais de grâce, écoutons ce que
notre cœur est en train de nous dire pour que nous puissions élire des bons dirigeants pour la communauté qui pourront aider la communauté à avancer. Pas les fanatismes, pas d'autres formes de procès pour ne pas encore retomber dans des situations de crise que la communauté a connues auparavant. Docteur Victorien, nous allons presque terminer l'émission. Je ne sais pas si vous avez un mot que vous pensez terminer avec pour cette partie. Le mot de la fin, je voudrais demander encore à tous les membres de la communauté, à mes frères et sœurs, de voir cette communauté avec un œil d'espoir, de donner une chance à cette communauté pour demain. Imaginez que la communauté était votre enfant qui apprend à marcher. Vous vous attendez à ce que pendant qu'il va, n'est-ce pas, marquer ses premiers pas, il va tomber 1, 2, 3 fois, 4 fois. Vous n'allez pas le décourager, mais vous allez au contraire l'encourager. Cette communauté, c'est vrai, elle est en train de se chercher. Mais là où elle se trouve aujourd'hui, elle semble prendre l'allure, même si c'est encore fragile. Encourageons-la et évitons, n'est-ce pas, de saboter même le petit effort qui a été fait pour amener la communauté là où elle se trouve aujourd'hui. Donnons-lui la chance. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous avons la vision pour amener cette communauté quelque part, la transformer, la rendre comme un hub qui peut pourvoir des services à tout le Congolais dans l'État de Washington, pour être une référence, pour être une communauté qui est parmi les communautés les plus respectées, pour que désormais, si on parle des Congolais à Washington, l'on se dise oui, ces gens-là aussi, ils savent faire les choses comme des intellectuels, comme des hommes de valeur, comme des gens qui méritent le respect. Merci. Comme les gens qui méritent le respect, c'est par ces mots de Dr Victorien Nzambé Bronché que nous allons terminer cette émission de conversation avec Antoine Roger Bolamba sur Panneau 5 News. Nous sommes à Washington. Nous avons reçu le président ad interim de la communauté congolaise de Washington qui est venu nous parler un peu de la situation générale de la communauté, mais aussi du processus électoral. Bientôt, nous allons élire les dirigeants, non seulement de la communauté, même aussi du côté du Conseil des sages. C'est vraiment le bon moment pour s'informer et prendre une bonne décision. Pour vous qui nous suivez partout à travers le monde, n'oubliez pas non seulement d'aimer notre page, mais aussi de subscribe ou bien de vous abonner. Comme ça, vous allez chaque fois recevoir nos prochains numéros. Nous vous disons merci. Michael Evi Production qui est avec moi et mon fils Aurélien, qui est aussi en train de servir derrière la caméra. Nous disons merci à Dr Victorien d'être passé sur ce plateau de Panneau 5 News. Et pour vous qui nous suivez, restez branchés, connectés sur Panneau 5 News. Et vous ne serez pas déçus. Merci et à la fois prochaine. Au revoir, docteur. Au revoir.